Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel entretien du monde moderne. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire que tous vous connaissez dorénavant. C'est le cas Gabriel Matzneff, mais un cas qui va bien au-delà, qui touche finalement tout Saint-Germain et on va parler avec, une de celles qui l'a croisée de très près, Francesca G, qui est notre invitée. Bonjour, Francesca. Bonjour Alexis, Merci merci. d'être avec nous. Alors, vous avez été, avec Gabriel Matzneff, qui était un ami, de votre famille et qui, a vu, vous étiez très jeune, et a jeté son dévolu sur vous. Vous avez écrit un livre à propos de ces années-là, L'arme la plus meurtrière, un livre qui n'a pas eu l'écho, par exemple des autres livres, hein, sur les sujets de Saint-Germain. On se rappelle Le Consentement, par exemple, de madame Springora et d'autres, parce que vous, ce livre, vous l'avez écrit en 2004, avant tout le monde, pour expliquer qui était Gabriel Matzneff et qu'est-ce qu'était le système derrière Gabriel Matzneff. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de ce livre, et comment on vous présente? Est-ce que vous êtes, une victime, une survivante? Enfin, quel est votre rapport par rapport à cet odieux personnage qu'est Gabriel Matzneff et tous ceux qui l'entourent aujourd'hui? Alors moi, je me considère pas du tout comme une victime, d'une part parce que, bon, c'était il y a 50 ans, enfin le temps a passé et surtout parce qu'en publiant, mon livre, en 2021, j'ai pu lui répondre et donc là, je considère qu'on est à égalité. Par contre, j'ai été effectivement, et je suis toujours victime de ce système germano-pratin absolument odieux, qui est une véritable mafia, qui fonctionne comme une mafia, qui n'hésite pas à avoir des méthodes d'escroquerie, de mensonges, de manipulation. Et ce sont ces gens-là qui nous disent sans arrêt ce qu'on doit penser, ce qui est bien, ce qui est mal. J'espère vraiment que ça ne va pas durer très longtemps. Alors, c'est incroyable parce que, Libération, qui a été un journal, hein, qui a fait l'apologie de la pédocriminalité dans les années 70, expliquant que les adultes, hein, avaient le droit d'éveiller la sexualité des enfants. Une tribune qui avait été signée, hein, par Jack Lang et beaucoup d'autres, Gabriel Matzneff, mais tout Saint-Germain quasiment. Libération, ces jours-ci, fait une enquête sur, un réseau pédocriminel au cœur de Saint-Germain, rue du Bac, avec un fondateur du Point, un avocat, Gabriel Matzneff et tout un monde qui, utilisait des enfants pour des rites, où, s'entremêlaient ésotérisme, pouvoir. Tout ça, selon certains fact-checkers, faisait partie, de fantasmes, n'existait pas. Or voilà qu'on sort des affaires vieilles de 50 ans pour expliquer que oui, ça existe, que oui, ces gens-là travaillent ensemble, allaient ensemble à Bangkok faire du pédotourisme et étaient au cœur de Saint-Germain à faire des sortes de rituels terribles où ils violaient des enfants masqués, eux masqués sous cape, pour aller encore plus loin dans un degré d'ignominie. Comment vous expliquez ce réveil tardif, de certains journalistes, d'une certaine presse sur, l'ordure à Saint-Germain? Alors, dans ce cas précis, dans le cas de cette affaire, la plaignante, Inès, alors elle a plein de noms de famille, appelons-la Inès Oui, Chatin, c'est comme ça oui. qu'elle se présente ces temps-ci. Enfin, je veux dire, elle a fait des démarches pour prendre le nom de sa mère qui est décédée. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'elle a changé de nom. Donc, elle s'est manifestée, elle a elle-même pris conscience des choses relativement tard. Elle n'a pu réagir aussi, elle a dû attendre la mort de sa mère pour réagir parce que sa mère était torturée, battue par le père adoptif, par son Mmh. mari. Qui faisait Et les sévices, ouais. donc, en fait, si vous voulez, il y a eu tout un enchaînement qui fait que ça a pris très longtemps pour sortir. Mmh. Euh, Après, quant à savoir pourquoi c'est Libé, pourquoi ils ont choisi Libé, ses avocats et elle, Ouais. et pourquoi ça sort. Alors, en fait, il y a, à partir du moment où sa mère est morte, son père est mort, elle a retrouvé tous les documents, elle a commencé une enquête qui a pris un certain temps, elle a saisi la justice et la justice a accepté la plainte. Donc, tout ça, c'est un Mmh. cycle. Donc, c'est pas très étonnant dans un sens que ça prenne aussi longtemps. Par Mmh. contre, c'est vrai qu'on peut aussi dire qu'il y a une omerta qui est Ouais, indéniable. Parce que moi, j'aurais été préparée à parler de ça il y a bien longtemps et on m'en a ouais. absolument empêché. Est-ce que vous pouvez raconter, parce que c'est ça, vous, très vite, vous comprenez qui est Gabriel Matzneff en réalité, même lorsque vous avez cette relation avec lui, tout est extrêmement malsain, l'emprise et cetera, et quand vous écrivez ce livre, on est en 2004,
avant, à l'époque, Gabriel Matzneff est en odeur de sainteté, il publie encore des livres, il est invité partout. Frédéric Becbédé rigole avec lui le soir de son attirance pour les jeunes filles. Tout va très bien pour lui. Comment ça se fait qu'à ce moment-là, on vous empêche quasiment de publier ce livre-là, ou on le sabote, du moins l'édition sabote votre livre? Alors, en fait, la raison pour laquelle Matzneff a été protégé pendant si longtemps, c'est que c'était le porte-parole officiel de la pédophilie. Il Mmh. y avait une complicité énorme autour de ça, parce que, en fait, si vous prenez la plupart des écrivains qui étaient médiatisés entre les années 70, 80, jusque dans les années 90, c'était des gens qui avaient plutôt une bienveillance à l'égard de la pédophilie. Donc il y avait tout un Ouais. système, et lui était le porte-bannière, et il était protégé pour cette raison. Moi, en 2004, en fait, il a changé d'éditeur. En 2005, on a réédité Les moins de 16 ans, qui est son livre manifeste. On l'a relancé en quelque sorte, parce qu'il il a eu différentes interventions Mmh mh. publiques à Mmh. ce moment-là. Et il fallait surtout pas que moi je vienne raconter qu'en fait c'était un sale type et que c'était un sadique, et qu'il fallait absolument pas lui faire confiance, quoi. Et un sadique et un malade mental par certains Ouais, côtés. un Euh, pédocriminel. Mais pourquoi qui soutient? Qui est derrière Matzneff, en fait? Qui est derrière ce porte-parole officiel qui a décidé d'écrire, de faire une vie autour de la pédocriminalité? Qui sont les gens qui sont derrière lui? En fait, à la fois l'édition et les médias sont tenus par un petit nombre de gens. Alors, Ouais. dans les médias, c'est devenu extrêmement visible depuis quelques années, puisque les propriétaires l'essentiel de la presse appartient à un petit groupe de milliardaires qui, évidemment, sont tous en contact les uns avec les autres. Et dans l'édition, c'était moins visible, mais je me suis rendu compte que c'était la même chose. En fait, vous avez le groupe Hachette, vous avez Mmh. Gallimard. Bon, après, vous avez Editis, mais qui est relativement un small play. Enfin, je veux dire, qui a moins d'influence, en tout cas, là-dedans. Et il suffit que Cachette soit d'accord avec Gallimard, et voilà, c'est bon. Ouais, Et donc donc, c'est une affaire de maison d'édition, mais pourquoi? Parce que, certains, au-delà des auteurs, mais d'autres, enfin, là, dans l'affaire, qui est dans Libé, on parle d'académiciens, on parle d'avocats, il y a certains ont beaucoup trempé d'académiciens, oui. dans des affaires pédocriminelles. Ils se tiennent aussi par la barbichette de cette façon-là, parce qu'ils savent qu'ils étaient là, lors de ces soirées? Non, moi, je ne dis absolument pas que tous les gens qui ont soutenu Matzneff étaient eux-mêmes des Mmh. pédocriminels. Enfin, franchement, Mmh. je n'ai absolument aucune preuve. Donc, je n'irai Ouais. jamais sur ce terrain-là. Par contre, il y avait une sorte de complicité Mmh. obligatoire. C'est un système de renvoi d'ascenseur. Mmh mh. Et si vous vous écartez de cette en fait, obligation professionnelle, c'était presque ça, et ben vous êtes blackballé, vous n'avez plus droit à rien. Et alors moi, ce qui m'est arrivé en fait, bon, donc en 2003, vraiment, je me réveille vraiment, et je me dis non, mais je Mmh. ne peux pas le laisser dire ça, d'autant plus qu'il m'a toujours insulté dans ses livres. Il s'est Oui. servi de moi comme prétexte en disant mais regardez comme elle est, regardez comme je l'ai rendue heureuse, regardez comme c'est formateur et enrichissant Mmh. pour un Il adolescent a d'avoir. publié vos correspondances, hein. Il a utilisé Exactement, vos lettres, alors qu'il vous demandait d'écrire des lettres au quotidien, exactement, et il a reproduit ça dans ses livres, enfin sans votre consentement. C'est exactement. vraiment quelqu'un d'odieux jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que Oui, oui, tout à fait. ouais, Donc j'ai voulu, je me suis dit, bah, de toute façon, moi j'étais journaliste, la seule arme que j'avais, c'était l'écriture. Donc j'ai fait mmh, un livre où d'une part, je racontais mon histoire, mais aussi j'analysais ce que lui écrivait. Et mmh, je commence à faire alors, le livre est présenté chez Albin Michel, qui tout de suite dit: «Je prends». mmh Et puis mh. au bout de 15 jours, ben non, je prends pas. Finalement, je prends Et il y a pas. eu des coups de fil, c'est Bah, ça? j'imagine, il y a des gens du comité de lecture qui s'y sont opposés. Je pense que tous les comités de lecture sont noyautés, en fait. Ouais. Dans tous les comités de lecture, vous avez un ou deux membres qui représentent, disons, la superstructure qui est au-dessus de tout ça, et qui disent ça, ça oui, ça non. Bon. C'est dingue.
Donc après, j'ai fait, alors que j'avais quand même très très peur et j'étais très seule. Mais j'ai continué à faire la tournée des maisons d'édition. Tous voulaient me rencontrer, mais Mmh. juste pour me dire qu'ils ne pouvaient pas publier le livre, ce qui est assez étonnant, parce qu'en général, quand ils ne veulent pas vous publier le livre, eh ben, ils vous disent, Ah, ils vous envoient mmh. une lettre polie en disant non merci. Non, mais là, c'était pas Mmh. ça. Il fallait m'avoir en face d'eux pour. Et finalement, je me retrouve chez Grasset, qui est vraiment le cœur de ce système. Mmh. Euh, et où là, on commence à me mener en bateau dans les grandes longueurs, et ça dure 2 ans. Et, et du coup, je suis dégoûtée et je laisse tomber, quoi. Et Mmh. donc, j'ai été très surprise de voir que c'est Grasset, 16 ans plus tard, qui publie le livre de Vanessa Springora, qui en même temps Qu'est-ce commence à m'attaquer pour me de façon discrète, mais pour me mmh. déstabiliser. Et en fait, à Grasset, vous avez à la fois le PDG, c'est Olivier Nora, qui est donc un descendant de la famille Nora, le fils de Simon Nora, qui joue un rôle central dans ce système. Et vous Mmh. avez Bernard-Henri Lévy, qui tient pratiquement tous les journalistes de Paris par la flatterie ou la menace ou autre chose. Enfin, on ne sait Il a pas. un poids incroyable ce BHL, hein. C'est quand même Incroyable, ce que ne voient pas les incroyable, Français, c'est que son pouvoir de nuisance est extrême. Moi, je l'appelle immense. le pape de Saint-Germain pour essayer de faire comprendre aux gens qui il est réellement, mais il fait la pluie et le beau temps, hein, sur les carrières. C'est ça qu'il faut comprendre pour, comprendre le pouvoir de Bernard-Henri Lévy aujourd'hui dans ce système. Qu'est-ce qui fait qu'en 16 ans, Vanessa Springora a le droit d'écrire un livre sur, ses années avec Matzneff et que vous, en 2004, vous n'aviez pas le droit? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 16 ans pour que C'est une la parole excellente se question. libère? Alors d'abord, il faut comprendre que Vanessa est née dans le milieu de l'édition. Mmh mh. Ça, c'est la première chose. Donc elle est, si vous voulez, et elle est Il y a du éditrice. sérail. Elle est Ouais. complètement tenue par ces gens-là. Enfin, et Mmh même, mh. je veux dire, à la limite, elle a peut-être pas besoin d'être tenue, quoi. Elle est viscéralement, elle appartient au milieu. C'est son monde, ouais. Mmh. Il faut savoir que la liaison entre Gabriel Matzneff et Vanessa Springora a été rendue possible par une dame décédée aujourd'hui qui s'appelle Solange Fasquelle, dont le papa, Jean-Claude Fasquelle, était à l'époque le PDG de Grasset. Et Solange Fasquelle elle-même était directrice du domaine étranger chez Grasset. Donc c'est Mmh. chez elle que Matzneff rencontre Vanessa Springora, et c'est elle qui continue à couvrir toute cette liaison avec une fille de 14 ans quand même, hein, en les Ouais. invitant à la campagne, enfin, et au point où elle a commencé à Ça a avoir été vraiment. normal, en fait, hein. C'est ce que vous dites dans votre livre. Finalement, ce Matzneff, il était là, il avait ce droit-là et il faisait envie aussi à certains vieux messieurs de Saint-Germain en se disant: «Bah, lui, il fait ça, c'est formidable, non?» Il y avait un côté où c'était normal. Personne remettait C'était ça en cause. normal parce que c'est aussi, euh, on est devant en fait, ce milieu germano-pratin. Il y a beaucoup de membres d'une aristocratie que j'ai presque envie d'appeler un peu dégénérée. Mmh. Solange Fasquelle elle-même étant la fille de Solange, pardon, j'ai dit Solange tout à l'heure, c'est Ariane Fasquelle, c'est pas Solange. Ariane, très bien. Ariane Fasquelle étant la fille de Solange Fasquelle, née de La Rochefoucauld. Et ce sont des familles qui ont un fonctionnement très particulier, euh, Ouais. qui n'est pas du tout celui des familles ordinaires, ni même de la petite aristocratie. Je veux dire, moi, j'ai des amis dans la petite noblesse qui sont des gens absolument, un peu ruinés, vous voyez, un peu campagnards. Mmh. Ça n'a rien à voir avec ces grandes familles qui se sont alliées à des fortunes industrielles, et on retrouve beaucoup de ça dans Est-ce cette qu'il y a un histoire. côté, finalement, succédané d'Ancien Régime avec le droit de cuissage, avec être au-dessus des lois, avec, se dire, bah, finalement on peut faire ça et cette figure historique du marquis de Sade, qui lui a lancé, finalement cette mode de la cruauté envers les enfants comme étant un luxe ou du moins, le sommet de la civilisation. Est-ce qu'il n'y a pas cette maladie-là, au sein de ces familles-là? Ça, je peux pas vous dire. Je pense Mmh. ce que je remarque, c'est que tous ces gens ont un comportement sexuel assez débridé, d'après ce que j'ai pu lire, hein. Là, j'ai Ouais. lu plusieurs livres écrits par des membres de cette aristocratie pour essayer de comprendre. Notamment, j'ai lu un livre écrit par
Félicité Herzog, qui parle de sa mère qui est née Marie-Pierre de Cossé-Brissac. J'ai lu la biographie de Jacqueline de, j'ai peur de dire une bêtise, Jacqueline de Ribes. Voilà, et c'est très éclairant. Et on voit que déjà, les enfants ne sont pas élevés par les parents. Et les parents, en fait, leur vie, ça n'est que de s'amuser, et y compris en multipliant les aventures sexuelles à un point qui est assez difficile à imaginer pour le reste de... C'est un peu comme enfin, c'est la jet set, quoi, voilà. Ouais, C'est la vie ouais, de la ouais. jet set. On se marie, on divorce, on a 15 amants, etc. Et donc, je pense que tout ce qui fait partie de... Oui, enfin, les enfants, les jeunes, les très jeunes, pourquoi pas, quoi. Et d'autant plus que ça se répète de génération en C'est génération. ça. Les deux femmes là dont je vous ai parlé, Jacqueline de Ribes et Marie-Pierre de Cossé-Brissac, les deux sont encore vivantes d'ailleurs, ont toutes les deux été dépucelées par un amant de leur mère. Donc c'est quelque chose Ouais. d'assez courant. Donc après, vous n'avez pas la même, vous n'avez peut-être pas la même attitude protectrice vis-à-vis des enfants. Ouais, loin de là. Enfin, c'est au-delà d'une attitude protectrice, c'est une vision du monde. Dans l'enquête, de Libération, il parle d'une communauté, de pensée, où on fait toujours référence à la Grèce antique, où les adultes, hein, expliquaient aux enfants ce qu'était la sexualité. Il y a quand même, ces messes noires, enfin, je sais pas, ces cérémonies, Ouais, alors, ça, c'est heu, encore autre chose. mais c'est impressionnant quand même de Oui, oui, voir ça ça c'est... écrit Alors noir moi, sur blanc. moi, je vous parlais là des gens qui contrôlent l'édition. Oui, ouais. Ça, c'est un sous-groupe. On Euh, parle d'une secte là, c'est on pas autre parle d'une chose. secte parce que Ouais. effectivement, c'est des rituels, c'est des croyances partagées quant au retour d'un âge d'or, euh, où on aura de nouveau le droit, parce que selon eux, on a eu autrefois le droit de violer les enfants et il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Ouais, Donc ils c'est s'attendent. terrible. Et donc moi je prépare un livre là-dessus, et le titre c'est Janus et Saturne, parce que Mmh. Saturne, le retour de Saturne, c'est le nouvel âge d'or. Et Saturne est aussi une divinité qui dévore les enfants, Mmh. Mmh. entre autres. Je simplifie. Euh, donc dans le cas des gens de la rue du Bac, là, il y a tout un projet politique derrière qui Mmh. remonte. Alors, moi j'ai retrouvé jusque dans les années, en fait, la préparation de l'élection de Giscard, mais même avant, on retrouve les noms d'Antoine Pinet. Enfin bon, il y a d'autres noms qui ne sont pas sortis. Moi, j'ai enquêté pendant 9 mois avec Ouais. Chatin. Je veux dire, je connais bien le dossier, mais je ne vais pas sortir des infos si elle ne veut pas les sortir elle-même. Donc, j'attends un petit peu, je commenterai après coup. Ouais. Je donnerai mon point de vue sur la chose. Enfin, il est quand même question là d'un groupe, Oui, sectaire qui milite pour, le retour, de la dépénalisation de la pédocriminalité, oui, avec dedans des académiciens, des avocats très en oui. vue, des éditeurs, des chefs, d'hebdomadaires, Le Point. Enfin, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur qui était, membre de cette secte? Parce que les noms font froid dans le dos en réalité. Alors, déjà, il y avait beaucoup de gens de l'hebdomadaire Le Point. Ouais. Donc là, on retrouve en fait le réseau de Bernard-Henri Lévy et de celui qu'il considère comme son père spirituel, c'est-à-dire le milliardaire François Pinault. Mmh. Et alors, je pense qu'il y a il y a un certain nombre de ces groupes dans Paris, et pas qu'à Paris sans doute, qui fonctionnent de façon semi-indépendante, Mmh. mais qui, grosso modo, poursuivent les mêmes objectifs. Et ce sont des objectifs, ils sont liés entre eux par leur rituel sectaire, Mmh. païen, euh, mais tout ça, c'est au service d'un certain nombre d'objectifs politiques. Bon, dont la légalisation, enfin, ou l'acceptation de la pédophilie n'est qu'un seul, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus importants, Mmh. sans doute. Enfin, il y a eu, en fait, toutes les transformations sociétales qui ont eu lieu depuis les années 70, que ce soit
bon, à la fin des années 60, on a eu la contraception, ensuite on a eu l'avortement. Et après, bon, l'acceptation de l'homosexualité, l'interdiction de la peine de mort, enfin, entre Giscard et Mitterrand, après, tout s'est accéléré. Mais ça, c'est plutôt des bonnes mesures. On ne peut pas lier ça à la dépénalisation de la pédocriminalité. En fait, la plupart de ces gens sont des homosexuels. Hein, la raison pour laquelle il y a un réseau d'adoption parallèle mafieux dans cette affaire, c'est parce que ces gens ont besoin d'avoir des enfants. Et avant la GPA, la seule façon pour eux de s'en procurer, c'était par ces réseaux d'adoption. Mais alors, c'est vrai que ce point-là est important. Beaucoup d'enfants adoptifs qui vont être maltraités dans ces réseaux, qui vont se Oui, donner la mort aussi par la suite ou qui vont avoir des vies ravagées. oui. Ça, c'est quelque chose aussi où personne n'a rejoint les pointillés En fait, entre oui. l'affaire Alors, Kouchner, entre cette affaire-là et d'autres. oui, bien sûr. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants, d'abord, ils sont semi-conscients parce qu'ils sont quand même à l'époque des faits, parce qu'ils sont quand même très très jeunes Ouais, et ils sont à moitié drogués. Et puis il y a l'amnésie traumatique. Enfin, donc les enfants sont à moitié conscients. Et par contre, ils vivent dans un milieu qui est absolument privilégié. C'est-à-dire ouais. que toutes les portes s'ouvrent devant eux. Donc ils peuvent choisir la carrière qu'ils veulent, que ce soit une carrière universitaire, une carrière dans le droit, devenir écrivain, journaliste, tout ce qu'ils veulent. Ça va marcher. Ils atteindront tout de suite le top. Et donc il y a une omerta entre les générations qui fait que ça se renouvelle. Mmh. Et que peu d'entre eux sont disposés en fait, à dénoncer les faits. Et quand je parlais d'homosexualité, en fait, enfin, je ne sais pas si le fait de dépénaliser, enfin, de toute façon, l'homosexualité n'a jamais été punie en tant que telle. Voilà, c'était pour les jeunes. Ouais. Mais il y a une acceptation qui a été telle que maintenant on voit bien que voilà, c'est des réseaux de pouvoir parmi les Mmh. plus importants. Ouais, c'est Donc c'est important. quelque chose qui a été mis en route Mmh. effectivement par Il y a un nom aussi, qui faisait peur à tout Paris, avant sa disparition, c'est Pierre Berger. Pierre Berger, le milliardaire qui avait Le Monde, qui, était, amant d'Yves Saint-Laurent, et qui pouvait excommunier n'importe qui de Saint-Germain à l'époque. Est-ce que c'est sa mort aussi qui a permis de libérer la parole d'une certaine façon, heu, près de certains qui avaient peur de tout perdre si, il commençait à parler pour, le cas du changement de ton par rapport à Matzneff? Alors Pierre Berger, c'est exactement la même galaxie que François Pinault qui finit par racheter Yves Saint Laurent, que Bernard-Henri Lévy. Tous ces gens travaillaient ensemble. Mmh. Est-ce que alors c'est vrai que Pierre Berger était spécialement méchant et on peut peut-être dire teigneux et Mmh que mh. ça a un peu. Mais je pense surtout qu'on est passé à une autre phase de l'opération, c'est-à-dire qu'il y a eu une phase d'acceptation plus ou moins imposée de la pédophilie, enfin, ou disons de tentative pour Ouais. l'imposer dans les années après mai 68, années 70, années 80. Après, il y a eu l'affaire Dutroux où tout d'un coup, les Mmh. gens se sont affolés. Et là, on a mis un peu la sourdine. D'ailleurs, Matzneff n'a plus jamais été invité par Bernard Pivot après 1990. Hein. Là, Mmh. pouvait plus passer, il pouvait plus trop. Après, il a été de nouveau invité par Guillaume Durand et d'autres et par la grande Bunel. Mais bon, la grande période, c'était quand même avant 90. Ouais. Et donc ça, c'était. Et ensuite, là, on est passé à autre chose. Et là, ce qu'il faut faire, le mot d'ordre, c'est devenu le consentement. C'est pas par Mmh. hasard que le livre de Vanessa Springora s'intitule Le consentement, parce que Ouais. dès que Macron est arrivé au pouvoir, il a demandé à son garde des Sceaux, Nicole Belloubet, de préparer des lois sur le consentement. Et le consentement, c'est la revendication
de ces gens-là depuis les années 70 au minimum, pas que Donc vous voulez dire que Macron fait partie de ces, hommes politiques, qui, va continuer dans ce plan-là, son histoire avec Brigitte Macron aussi, hein, la différence d'âge qui a été présentée comme une magnifique histoire d'amour, alors qu'elle tombe sous le coup de la loi en réalité. Est-ce qu'il est là, aussi pour, continuer ce travail-là? bah, je pense que c'est surtout ce qu'on voit. Alors moi, j'ai pas, si vous voulez, c'est pas le sujet que je connais le mieux, mais on Mmh. voit que ça vient des Nations Unies, que c'est supranational, Mmh. que de toute façon le droit international prime sur le droit national, comme le droit, enfin, il y a le droit qui est les Nations Unies, l'Europe aussi, ça prime. Et donc Macron, il exécute. Est-ce qu'il a été mis exprès là, exprès pour ça? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il exécute, oui, il met en œuvre le plan. Alors, si vous voulez, c'est pas linéaire, c'est pas un progrès linéaire parce que ils font un pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, parce que c'est quand même très difficile à faire accepter. Heureusement qu'il y a des garde-fous et qu'on commence à dire stop, et à se réveiller, compte tenu du danger, d'un tel, plan. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir effectivement le peu de journalistes qui s'intéressent, à ces affaires, la difficulté, les pudeurs de gazelle qu'il y a à annoncer les noms, autour de Gabriel Zmaznev, qui est la figure, hein, qui est devenue finalement la victime expiatoire, pour cacher la forêt d'une certaine façon. Et puis alors l'arbre qui cache encore plus la forêt, c'est l'affaire Epstein. Jeffrey Epstein, qui est un Ouais. réseau contemporain, au cœur, là encore, du Paris de l'argent, dans le 8e arrondissement. Il vivait quand même 4 à 6 mois de l'année en France. Il n'était pas, qu'aux États-Unis. Et là, c'est l'omerta absolue, avec, un Oui, Jeffrey Epstein suicidé en prison, son agent français Jean-Luc Brunel suicidé en prison également, et un silence total sur ceux qui allaient aux soirées de cet organisateur de réseau, puisque on parle de réseau. Ghislaine mais Maxwell, hein, est en prison pour ça. en fait, aux États-Unis, les participants, enfin ceux qui bénéficiaient du réseau, ceux qui étaient filmés, aucun n'a été poursuivi, hein. Aucun, Euh, aucun. Alors oui, Et ils ont mis Epstein et Ghislaine Maxwell en prison, mais les autres sont complètement passés à travers les il y a mailles. le prince Andrew qui a été effacé de la famille royale, il n'apparaît plus nulle part, mais il n'est pas en prison, il a payé, hein, une transaction. Enfin, là encore, on voit dans Libération les affaires sortir, des affaires de 50 ans pour expliquer ce qu'était Saint-Germain, comme si aujourd'hui les choses avaient changé. Est-ce que les choses ont changé? Bah, les choses évoluent. Est-ce qu'elles ont changé? En fait, elles changent en pire parce que si par exemple vous prenez un dossier que Macron avait promis de traiter, qui est celui de la prostitution des mineurs, euh, Mmh. là il y a une enquête qui est sortie, une longue enquête dans, je crois que c'est La Voix du Nord, qui montre que en fait non, c'est 2 fois pire qu'avant l'arrivée de Macron. Donc on se demande s'ils le font exprès ou si vraiment ils sont tellement incompétents qu'ils sont incapables de faire. Enfin, c'est l'un ou l'autre, quoi. Bah, Mais, regardez, sur la Civis, par exemple, la commission interministérielle, hein, de lutte contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civis qui était menée par le juge Durand, elle a été sabotée. En faisant partir le juge Durand, 3 ans de travail pour libérer la parole justement des survivantes, et des survivants, pour au final, eh bien saboter un travail important. Aujourd'hui, avec la dissolution, tout ce qui était sur aussi, l'aide sociale à l'enfance, où il y a énormément d'abus, va tomber, à la poubelle. Un travail qui était, en train d'être fait à l'Assemblée. Donc on sent bien qu'il y a des gènes, sur ces thèmes-là. On avance d'un côté et puis très vite on sabote, ou on recule, alors que ça devrait être une priorité nationale quand même. et d'ailleurs, un autre effet de la dissolution, c'est que c'est l'affaire Balenciaga pour laquelle François-Henri Pinault, qui est le patron du groupe Kering, Mmh. devait passer devant une commission parlementaire pour une audition diffusée sur la chaîne parlementaire que tout le monde aurait pu regarder sur YouTube. Et ben voilà, la commission, elle n'existe plus. Et Enfin, ou c'était quoi l'enquête n'existe plus en tout cas. l'affaire Balenciaga? Vous pourrez rappeler, Alors l'affaire Balenciaga, c'était il y a 1 an et demi. mmh. C'est donc une campagne publicitaire absolument ignoble. Mais je ne sais même pas, enfin, comment ils ont pu imaginer que ça pouvait passer. Bah, justement, ils Ils ont, essayent, c'est des ballons d'essai peut-être, hein. oui, ça, vous avez raison, ça doit être ça. Ouais. Où ils ont Mmh. pris
6 enfants en bas âge, c'est-à-dire que les plus grands devaient avoir 6 ans, Mmh. d'employés de Balenciaga. Donc ils n'ont pas pris des enfants à l'extérieur, ils ont pris des enfants dont les parents étaient tenus. Et puis ils les ont fait poser avec des nounours torturés, c'est-à-dire des nounours qui, enfin vous voyez, avec les yeux de panda et puis avec Mmh. une espèce d'attirail bondage et avec des symboles un peu sataniques un peu partout. Et ils les ont fait poser dans ce décor-là. Mmh. Donc, Partir c'est-à-dire autre présenter chose. des enfants dans un contexte d'orgie pédocriminelle. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Et, Ouais. et évidemment, il n'y a eu aucune répercussion jusqu'à présent pour le groupe. Mais Kering. justement, on voit qu'à la fois le monde de la mode, le monde de l'art contemporain aussi, a plein de Ouais. messages comme ça sur, la pédocriminalité. Il y a eu cette œuvre d'art aussi qui a été défendue par certains, où on voyait, un acte de soumission, d'un mineur auprès d'un guerrier et c'était soi-disant pour représenter, hein, les viols de guerre et cetera. Mais clairement la personne, qui était, dessinée, était un enfant. Pourquoi, ce monde-là aussi, est infiltré d'une certaine façon, essaye de faire passer, ces messages-là? Les frères Chapman aussi avec leur, statut de cire, d'enfants avec des attributs sexuels sur le visage, enfin c'est incroyable quand même que ça passe. Bah, de toute façon, c'est un monde qui est déconnecté de celui des gens ordinaires et euh, ils vivent selon leurs propres lois et ils font ce qu'ils veulent. Enfin, le monde de l'art contemporain, on sait très bien ce que c'est. Euh, c'est fait, enfin, à la fois ils reçoivent des subventions publiques, mais pour montrer des choses abominables. Enfin, il y en a eu plein, qui en fait, petit à petit, pénètrent presque l'inconscient collectif pour Mmh. normaliser les choses. Et, et c'est la même chose au cinéma. Enfin, moi, j'étais très très critique de ce film. Le consentement qui a été Oui. tiré du livre de Vanessa Springora, parce que franchement, c'était pratiquement de la pédopornographie. Votre histoire avec, Gebrel Maznev, elle aurait pu sortir avant, évidemment, le consentement de madame Springora, mais il y a pas eu de volonté de la part du monde de l'édition. Aujourd'hui que la parole se délie, vous n'êtes pas non plus invité par de nombreux médias pour parler de votre livre. Est-ce qu'il y a toujours une gêne par rapport à votre histoire? Est-ce que, les gens ont plus peur de vous que de madame Springora qui fait partie du milieu de l'édition et qui sait où s'arrêter ou du moins qui sait, ne pas dépasser certaines lignes rouges? Ben moi, je suis incontrôlable, Mmh. donc ils peuvent pas savoir ce que je vais dire. Mmh. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faut que me punir justement parce que je n'ai pas respecté l'omerta. Parce qu'au Mmh. départ, je sors quand même à peu près du même milieu. Oui, vous êtes, de Saint-Germain, Maznev est l'amant de votre mère, non? Ou du moins il essayait, quand il Très vous peu, rencontre, c'est ça? très peu, oui. Mmh. Et oui, c'est ça, il y avait une très grande complicité entre lui et mon père. Mmh. Moi, je faisais partie du même milieu, mais j'en suis sortie. J'en suis Mmh. sortie à la suite de Tadalea d'ailleurs, mais je pense que fondamentalement, je pouvais pas. Il y avait quelque chose qui n'était pas compatible. Je pouvais pas Mmh. rester dans ce milieu. Quoi, le mensonge, l'hypocrisie, le fait de se taire sur, l'indicible? Oui, le cynisme aussi qu'on trouve Ouais. dans ce milieu. Euh, Au début, j'étais une très bonne élève. Et puis, Mmh. à mesure qu'on vieillit, enfin, j'ai toujours eu l'amour de la vérité. Et puis, il y a un moment où ça a pris le dessus, quoi. Mmh. Même si je pouvais plus travailler, même si j'ai perdu beaucoup d'amis, enfin, de gens que je considérais comme des amis, si ma famille s'est retournée contre moi, dans sa très grande majorité, euh, pour moi, c'est plus important d'être dans une démarche de vérité euh, que de faire carrière. Mmh. Mais pourquoi votre famille se retourne contre vous? Enfin, c'est quand même, incroyable. Bon, on n'a pas le droit d'en parler. Il ne faut pas en parler. D'accord. Ça jette, Ah, une zone d'ombre sur la famille, ça salit le nom, donc ça reste entre nous, c'est ça? bah, je pense que, en fait, je pense que je devais pas être là. Enfin,
Je vous dis, je pense que c'est des choses qui se reproduisent de génération en génération. Je pense qu'il y a eu Mmh. d'autres cas que d'ailleurs j'ai pas spécialement identifiés, mais c'est une atmosphère qu'on retrouve. Mmh. Enfin, vous Personne parlez quand même, avec heu, le sujet. de certains suicides, hein, d'enfants, qui viennent de ce milieu-là. Il y a quand même, un modus operandi où on voit le mal-être de certains qui n'arrivent pas à vivre après ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a à la fois oui, il y a ça, et puis je pense aussi qu'il y a des gens qui sont éliminés. Oui, parce que le Je pense pouvoir est là. qu'il y a des gens On qui ont fait été taire, éliminés parce qu'ils ont protesté et ils ne voulaient pas se taire. Et moi, c'est pour ça que je me montre le plus possible d'ailleurs, parce que mmh, j'ai, d'une part, parce que je suis la seule. D'ailleurs, je trouve ça incroyable que, si vous voulez, moi, dans l'affaire Matzneff, je suis à la fois juge et partie, mais mmh, c'est moi qui enquête dessus. Pourquoi? Parce que personne d'autre ne le fait. c'est Normalement, il incroyable. faudrait qu'il y ait plusieurs journalistes. Mmh. Il faudrait faire une biographie. Il faudrait réécrire, pas seulement, quand je parle de l'affaire Matzneff, je ne parle pas que de lui, je parle Bien de sûr. tout ce microcosme. Moi, j'ai d'autres choses enfin, je veux dire, j'ai d'autres livres à écrire, j'ai d'autres sujets qui m'intéressent dans la vie. Mais voilà, maintenant, je suis happée par ça. Et je ne peux Mmh. rien faire d'autre pour l'instant. Là, je prépare un livre sur le consentement. Après, il faudra que je fasse le livre sur la secte. Et Et parce que je suis la seule. Alors, non, non, euh, mais moi, c'est je ne on est demanderais très pas mieux, si vous voulez, d'apporter les connaissances que j'ai à quelqu'un qui déciderait quelqu'un de complètement extérieur qui déciderait d'enquêter à ma place. ouais, bien sûr, mais très peu, veulent faire ce travail-là. Peut-être Ah bah, ça me tue, on en ça me parlera hors dingue. caméra. Oui, Mais il y a la peur, je crois, moi j'avais commencé à parler de l'affaire Epstein, et on m'a fait comprendre que bon, il fallait, y aller mollo, et donc pas gratter plus que ça. Parce que le pouvoir est là, hein, comme vous dites, on peut faire taire les gens. C'est impressionnant de voir ce pouvoir-là, encore aujourd'hui, avec cette impunité-là, et de se dire qu'on est peu de choses finalement, avec très peu d'audience, avec, très peu de moyens. La justice est très lente. Vous avez travaillé avec, Inès Chatin qui a été victime de ces réseaux pédocriminels. Est-ce que vous avez rencontré d'autres victimes qui souhaitent, rester dans l'anonymat? ah oui, oui. J'ai été contactée par plusieurs autres femmes qui avaient eu affaire à Matzneff. J'ai rencontré Vanessa au début, Vanessa Springora. Et il y en a plusieurs autres qui se sont, en général parce qu'elles avaient lu mon livre ou autre chose, enfin, qui avaient envie de me parler. Mmh. Comme ça, enfin, ça me permet d'étoffer mes informations, quoi. Mais Mmh. évidemment, personne n'a envie d'en parler. Moi, l'unique raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire un livre, c'est parce que j'étais sans arrêt insultée, parce que j'avais ma photo sur la couverture de ces livres. Oui, Je me ouais. disais, mais je ne peux pas accepter de me laisser faire sans répondre. C'est pas possible de ne C'est pas fou, répondre. c'est fou. Mais sinon, vous pensez bien que si j'avais juste eu une liaison avec Matzneff entre 15 et 18 ans, mais personne n'aurait été au courant. Si lui n'en Mmh. avait pas parlé, moi, je n'en aurais jamais parlé. Oui, c'était voilà, ça arrivait et c'était Saint-Germain quoi, d'une certaine façon. Bah, c'est plutôt la honte. Enfin, il y a pas de quoi étaler le fait qu'on a été violé. Enfin, c'est invraisemblable. Non, mais Et là où c'est odieux, c'est que lui utilise, son emprise pour demander des lettres, aux gamines qu'il viole, pour faire croire que c'est de l'amour et ensuite les ouais, publie. C'est ça qui est honteux. Enfin, il y a pas que ça. En fait, il y a une psychologie c'est pas uniquement du cynisme. C'est-à-dire que c'est une sorte de besoin profond d'un narcissisme. Matzneff a sans aucun doute subi ce qu'il a fait subir aux autres, hein. ouais. Il y a un narcissisme ravagé qui a besoin d'être tout le temps rassuré, qui a Mmh. besoin qu'on lui dise tout le temps, mais oui, tu es le plus beau, tu es le plus fort, tu es le plus génial. Euh, et, euh, et c'est pour ça qu'il dit que ces lettres, c'est son trésor, c'est son plus beau trésor, il en parle sans arrêt dans ses livres. Mmh. Il a écrit un roman entier sur le fait où il décrit comment il classe cette correspondance. Il y en a des cartons et des cartons et des cartons, et il va la déposer à l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui était dirigé par un bon copain à lui, en disant, mais après ma mort, on va publier ça, quoi. Et moi, il m'a toujours dit, mais quand je serai mort, on va publier je ferai publier toutes Les tes lettres. correspondances, Voilà. ouais.
C'est dingue. Enfin, il y a ce côté narcissique et puis il y a aussi mmh, un côté, il est persuadé qu'il a raison. mmh. Il est C'est-à-dire que persuadé qu'il fait le bien. sur la pédocriminalité, pour Oui, lui, c'est pas du tout un crime. Au contraire, c'est quelque chose d'important oui, pour les enfants, c'est ça? pour les enfants, pour l'humanité en général, parce que, Mmh. on retourne ça serait le retour à une période de haute culture où de telles choses étaient possibles. D'ailleurs, c'est assez vague. Hem, donc, Mais il est absolument persuadé de ce qui n'empêche pas qu'il puisse, mentir et manipuler par ailleurs, mais oui, il est enfin, c'est une sorte de dissociation. Il a ouais, mais tellement de symptômes que je suis persuadée qu'il a eu une enfance épouvantable. qui sont ses parents? On sait d'où il vient, quelle était son Ah oui, enfance? oui, 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 Ouais? moi j'ai connu sa mère. Son Ouais. père, alors donc son père était une sorte de hobereau russe, désargenté qui a Mmh. épousé, une riche héritière juive, dont les parents avaient des puits de pétrole à bas coût. Donc ces gens-là, Mmh. même après avoir, fui la Russie après la révolution de 17, ils avaient quand même, Une et certain c'est une une certaine histoire, fortune. enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur, moi je sais beaucoup de choses que je ne vais pas, pour l'instant je n'en parle pas. Mmh. Ce qui est sûr, c'est que sa mère a été, donc ses parents se sont séparés quand il était tout petit. Sa mère a été, déportée, à Auschwitz-Birkenau Mmh. et je sais pas, enfin, en fait, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette enfance Mmh. et il y a aussi la présence, rémanente d'une loge maçonnique qui s'appelle la loge Astrée, dont il parle beaucoup, à laquelle appartenait sans doute enfin très probablement son père et Mmh. beaucoup d'amis de son père en tout cas. Et enfin, c'est quand même il y a plein de moments où il a pu croiser des problèmes, rencontrer des problèmes. Mmh. Mmh. Mais justement, dans l'enquête de Libé, où il est fait état de ces cérémonies, qui glacent le sang, où des enfants sont violés en réunion, par des hommes masqués. Il y a quand même, ce fantasme du pédosatanisme, hein. Il y a un documentaire, Les Survivantes, qui est sorti en ce moment, qui se base sur la parole de survivantes, mais sans avoir plus de preuves que ça. Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté d'aller toujours plus loin dans Dans la dénonciation, oui. le choc, la dénonciation, pour cacher des réseaux pédocriminali tout à fait, glauques, au cœur de Saint-Germain, comme ils peuvent être, à la frontière belge, et pour dire: «Mais voyez, il y a un complot mondial pédosataniste», alors qu'en réalité, on parle de dégénérés mentaux, qui prennent plaisir à violer des enfants en se déguisant et en pensant qu'ils font là, un grand œuvre. Alors moi, je ne mettrais pas du tout sur le même plan, l'enquête de Libération sur Inès Chatin, dont enfin, je veux dire moi-même, ça correspond absolument à ce qu'elle m'a dit et à ce que j'ai Oui, pu oui, vérifier par ailleurs. Et Les Surveillantes qui me paraît, une les œuvre survivantes. Oui, oui, qui non, mais c'est bien pour ça que je veux faire le qui je veux un peu montrer une qu'il y a œuvre d'imagination, même si ouais. sans doute certaines choses sont vraies là-dedans. Mmh. En tout cas, c'est vrai que ça contribue à créer une ambiance très malsaine. Ça contribue comme vous dites, à faire penser aux gens que c'est quelque chose de très courant. Si on revient par exemple au rapport Kinsey, Mmh mh. qui est, qui remonte à l'époque aux années 40, début des années 50, il y en a eu 2. L'idée, c'était de faire croire aux gens que tout le monde avait, une sexualité, débridée. Ce qui était faux, parce que le rapport Kinsey n'était basé que sur des prostituées, des détenus dans les prisons, etc. Alors là, c'est pas, je veux dire, le résultat, ça a été de faire penser aux gens, bah, vous voyez, pourquoi est-ce que tout le monde le fait, pourquoi pas vous, quoi. Bon. Mmh. Mais ça, Quand qui a on commandé le montre, rapport Kinsey? Parce que c'est donc un rapport sur la sexualité, des humains, hein, c'est ça? oui. Des années 50. Pourquoi, ça sort dans les années 50? Enfin, là encore, on peut se demander, quel est le but de ce genre d'ouvrage? Bah, c'est très documenté dans le cas des Mmh. rapports Kinsey, c'était une commande de Rockefeller, je ne sais plus quel Rockefeller, mais enfin c'était tout ça, c'est lié à des institutions Mmh supranationales, mh. pas très démocratiques, disons. Et
En fait, c'est une occasion de parler des choses et du Mmh. coup de les faire rentrer dans la vie de tous les jours d'une certaine façon. Parce que Mmh. quand quelque chose ne peut pas être mentionné, à la limite, la plupart des gens, ça fait pas partie de leur conscient. Mmh. Quand vous commencez à en parler, les gens se disent: «Ah oui, mais après tout, pourquoi pas?» ou si je me retrouve dans tel, surtout quand il y a un effet cumulatif. Ouais. Donc c'est vrai que dans toutes ces moi j'essaye de parler de ça, heu, disons en me situant, hem, enfin sans complaisance. Déjà Mmh. sans complaisance au niveau des descriptions. C'est ce qui m'a le plus gênée, aussi bien dans le livre de Vanessa Springora que dans le film. C'est cette façon de montrer de la pornographie sous prétexte de la dénoncer. Je trouve ça insupportable. J'avoue que c'est Heu particulier, ouais. Mmh. et de montrer en fait que c'est le travail de certains réseaux qui veulent implanter des idées euh, dans la tête des gens. Mmh. Mmh. Aujourd'hui, vous êtes, soutenue quand même par une partie du monde de l'édition? Est-ce que les choses ont changé ou est-ce que vous avez toujours, autant d'ennemis? Moi, je pense que j'en ai de plus en plus parce que plus je parle et plus je m'en fais. Euh, je pense aussi que en fait, je suis pas non plus très 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 soutenue dans ma vie de tous les jours. Là où j'ai le plus de soutien, en fait, c'est sur les réseaux sociaux ou de gens qui ont lu mon premier livre. Euh, C'est-à-dire que je suis trop poil à gratter, vous voyez. C'est-à-dire que Mmh. dès que je vois un mensonge, je frappe. Donc, Ouais et ça ne me c'est fait pas pas les des amis. Et ça, tout fonctionne beaucoup par réseau. oui, c'est ça en fait, ce qu'on voit en fait de l'affaire Maznev, c'est le réseau qu'il y a derrière, hein, l'ampleur du réseau dans le monde de la presse, de l'édition, de la politique aussi, Mais pas et ça, seulement, hein, ce n'est pas pas seulement dit. dans l'affaire Matzneff, dans tout. Tout Oui. fonctionne par coalition, par alliance. Et de Seul, quelques on n'est grandes pas familles, c'est ce que vous dites, hein. Ouais, des familles, à la fois issues de la haute noblesse et puis des familles issues des milliardaires actuels, qui permettent en fait, une sorte d'omerta et de vie au-dessus des lois d'une certaine façon. La jet set, ce que vous disiez. Merci beaucoup, Francesca Gy d'avoir été avec nous. Je rappelle, le titre de votre livre, «L'arme la plus meurtrière» sur, cette histoire que vous avez eue avec Matzneff et aussi, le monde qui l'entoure, c'est-à-dire Saint-Germain. Ces affaires ne font que sortir aujourd'hui bien tardivement. Elles cachent encore sans doute beaucoup de secrets, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges. Essayer de dire la vérité, c'est quelque chose de difficile. Preuve en est, vous êtes rarement invité dans les médias. Merci d'avoir accepté, notre invitation. J'espère que vous partagerez cette vidéo, que vous en parlerez autour de vous et que vous lirez, le livre de Francesca et les différentes enquêtes qui vont sortir, sur ces affaires qui, ont été cachées pendant bien trop longtemps au cœur du pouvoir, au cœur de Saint-Germain. À bientôt.